Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Le tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangeras-tu? On nous fait manger des têtes de morue blanches. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, tu vas en boire à tout. On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-tu? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père. J'espère que non gars ne verra pas comme nous. Chapitre 4.
La goélette sabordée était presque immergée lorsque les marins se hissèrent par-dessus bord avec des cordes pour entreprendre de la haler sur les bancs de boue qui bordaient l'île. Devant eux se dressait une muraille végétale apparemment impénétrable. À la suite d'Elric, Smurgan se laissa descendre dans l'eau peu profonde, et tous deux se dirigèrent en pataugeant vers la rive. Lorsqu'ils furent à pied sec sur la terre dure, recuite, Smurgan examina la forêt. Nulle brise n'agitait les arbres, et un singulier silence régnait. Aucun oiseau ne lançait son appel dans les branches, aucun insecte ne bourdonnait. On n'entendait aucun des aboiements et des cris d'animaux qui avaient retenti pendant toute la remontée du fleuve. Vos amis surnaturels ne se sont pas contentés de mettre en fuite les animaux sauvages, murmura l'homme à la barbe noire. Ces lieux ne présentent plus le moindre signe de vie. Elric hocha la tête. C'est étrange. Le duc Havan les rejoignit. Il avait changé ses beaux habits, d'ailleurs gâchés dans le combat, par un pourpoint de cuir rembourré et des culottes de daim, et son épée pendait au côté. Il nous faudra laisser la plupart de nos hommes auprès du bateau, dit-il avec regret. Ils feront les réparations qu'ils pourront pendant que nous pousserons de l'avant pour trouver Hlin Krenha. Et, serrant sur lui sa cape légère, suis-je victime de mon imagination, ou bien règne-t-il ici une étrange atmosphère? Vous n'êtes pas le premier à en faire la remarque, répondit Smjorgan. La vie semble avoir fui cette île. Le duc Havan sourit. Si tous les êtres que nous devons affronter sont aussi craintifs, nous n'avons rien à redouter. Je dois avouer, prince Elric, que si je vous avais voulu du mal et qu'ensuite je vous eusse vu faire surgir ces monstres du néant, j'y regarderais à 2 fois avant de vous approcher de trop près. À propos, merci de ce que vous avez fait. Sans vous, nous serions tous morts à présent. C'est pour avoir mon aide que vous m'avez demandé de vous accompagner, répondit Elric avec lassitude. Prenons quelque nourriture et quelque repos, et ensuite poursuivons notre route. Une ombre passa alors sur le visage du duc Havan. Quelque chose, dans le comportement d'Elric, l'avait troublé. Pénétrer dans la jungle n'était pas chose aisée. Armés de haches, les 6 marins, on avait pu en emmener davantage, s'attaquèrent aux broussailles, et toujours régnait ce silence contre nature. À la tombée de la nuit, le petit groupe n'avait pas même progressé de 800 mètres et était complètement épuisé. La végétation était si dense qu'il y avait à peine la place de dresser une tente. On alluma devant celle-ci un maigre feu, seule source de lumière pour le petit campement. Les marins se couchèrent en plein air, là où ils pouvaient. Elric n'arrivait pas à dormir, mais à présent ce n'était pas la jungle qui l'en empêchait. Il était tracassé par le silence, car il était persuadé que ce n'était pas la présence de ces quelques hommes qui avaient pu faire fuir toute forme de vie. Aucun rongeur, aucun oiseau, aucun insecte, pas la moindre trace de vie animale. Seul le règne végétal n'avait pas abandonné cette île, et il en était ainsi depuis visiblement fort longtemps, peut-être des siècles, voire des millénaires. Elric se souvint alors d'un autre élément de la vieille légende de Hlin Krenha. On avait dit que, lorsque les dieux étaient venus se rencontrer ici, ce n'étaient pas seulement les habitants de la ville qui avaient fui, mais toute la faune. Rien ni personne n'avait osé jeter les yeux sur les hauts seigneurs, ni prêter l'oreille à leurs propos. Elric frissonna, tournant et retournant sa tête pâle sur la cape roulée qui lui servait d'oreiller, ses yeux rouges pleins de tourments. S'il y avait des périls sur cette île, ils seraient sans doute plus subtils que ceux qu'on avait affrontés sur le fleuve. Le bruit que faisait la petite troupe en se frayant un passage à travers la forêt, lorsqu'elle eut repris sa route le lendemain matin, était le seul qu'on entendit dans l'île. Pierre aimanté dans une main et carte dans l'autre, le duc Havan s'efforçait de guider les autres et indiquait à ses hommes où ouvrir un chemin. Mais la progression se fit plus lente encore. De toute évidence, nul être vivant n'était passé par là depuis une éternité. Lorsque vint le 4e jour, on avait atteint une clairière naturelle faite de roches volcaniques plates où coulait une source. On ne pouvait espérer mieux pour camper.
Elric baignait son visage dans l'eau fraîche lorsqu'il entendit un cri derrière lui. Il se dressa brusquement. Un des marins était en train de saisir une flèche pour l'encocher à son arc. Qu'y a-t-il demanda le duc à Van. J'ai aperçu quelque chose, monseigneur. Baliverne, il n'y a pas de... Regardez! L'homme banda son arc et décocha sa flèche vers les cimes. Il sembla alors y avoir effectivement un mouvement, et Elric crut percevoir quelque chose de gris qui filait parmi les arbres. « As-tu vu quel genre de créature c'était » demanda Smjorgan au marin. « Non, messire. J'ai craint d'abord que ce soit de nouveau ces espèces de reptiles. »« Ils ont bien trop peur pour nous suivre sur cette île. » le rassura le duc Avan. « J'espère qu'il en est bien ainsi. » fit Smjorgan d'un air inquiet. « Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien être » demanda Elric. J'ai pensé que c'était un homme, messire. Bredouilla le marin. Un homme fit Elric scrutant la forêt d'un air pensif. C'est ce que vous espériez, Elric demanda Smjorgan. Je ne suis pas certain. Le duc Avan haussa les épaules. Probablement l'ombre d'un nuage passant sur les arbres. Selon mes calculs, nous devrions avoir atteint la ville. Vous vous dites peut-être, en fin de compte, qu'elle n'existe pas. Je commence à ne pas m'en soucier, prince Elric. Le duc, adossé au tronc d'un arbre énorme, écarta de son visage un sarment. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Le navire n'est pas prêt encore à reprendre la mer. Il leva les yeux vers les frondaisons. Je n'aurais jamais cru que je regretterais ces maudits insectes qui nous ont harcelés jusqu'à notre arrivée ici. Le marin qui avait tiré la flèche poussa soudain un nouveau cri. « Là-bas, là-bas! Je l'ai vu, c'est un homme !» Pendant que les autres s'efforçaient en vain d'apercevoir quelque chose, le duc Avan restait appuyé à l'arbre. « Tu n'as rien vu du tout. Il n'y a rien à voir ici. » Elric se tourna vers lui. « Donnez-moi la carte et la pierre aimantée, duc Avan. J'ai le sentiment que je puis trouver le chemin. » Le Vilmyrien haussa les épaules, un air de doute sur son beau visage carré, et tendit les deux objets à Elric. Après une nuit de repos, ils reprirent leur route avec Elric pour guide. Et, au milieu du jour, ils débouchèrent de la forêt et eurent sous les yeux les ruines de Relin Krenha. Chapitre 5. Rien ne poussait parmi les ruines de la ville. Les chaussées étaient défoncées et les murs des maisons s'étaient écroulés. Mais nulle plante ne fleurissait dans les crevasses. On aurait dit que la destruction était due à un tout récent tremblement de terre. Une seule chose était restée intacte et se dressait au-dessus des décombres. Une gigantesque statue de jade blanc, gris et vert. Un jeune homme nu, au visage d'une beauté presque féminine, qui tournait vers le nord des yeux aveugles. « Les yeux !» fit le duc Avan Astran. « Ils ont disparu. » Les autres ne dirent rien, tout à la contemplation de la statue et des ruines qui l'entouraient. Elle couvrait une surface relativement restreinte, et l'architecture était fort dépouillée. Apparemment, les habitants avaient vécu là dans la simplicité et l'aisance, tout différemment des Melnibonéens du glorieux Empire. Elric avait peine à croire que ces gens de Relin Krenha fussent ses ancêtres. Ils avaient l'esprit trop équilibré pour cela. « La statue a déjà été pillée, » poursuivait le duc Avan Astran. « Tout ce maudit voyage pour rien !» Elric se mit à rire. « Pensiez-vous vraiment pouvoir arracher de leur orbite les yeux de l'homme de jade, monseigneur ?» La statue se dressait aussi haut qu'une tour de la cité qui rêve, et la tête à elle seule devait égaler un bâtiment de bonne taille. Le duc Avan, les lèvres pincées, refusa d'écouter la voix moqueuse d'Elric. « Il n'est pas encore dit que notre voyage aura été peine perdue, » dit-il. « Il y avait d'autres trésors à Relikrenha. Allons, venez. » Et, en tête du groupe, il pénétra dans la ville. Rares étaient les bâtiments encore debout, même partiellement, mais ils n'en étaient pas moins fascinants,
ne fût-ce que par la nature particulière des matériaux de construction. Les voyageurs, en effet, n'en avaient jamais vu de la sorte auparavant. Les couleurs, multiples mais estompées par le temps, nuances pastel de rouge, de jaune et de bleu, se fondaient les unes aux autres en combinaisons presque infinies. Tendant la main pour toucher un mur, Elric fut surpris de la fraîcheur de ce lisse matériau. Ni pierre, ni bois, ni métal. Peut-être provenait-il d'un autre plan de la réalité. Tendant la main pour toucher un mur, il s'efforça de se représenter la ville telle qu'elle était avant d'être abandonnée. De larges rues, nul mur d'enceinte, des maisons basses édifiées autour de vastes cours. Si c'était vraiment là le berceau de son peuple, que s'était-il produit pour métamorphoser ainsi les paisibles citoyens de Hlin-Kren-A en les bâtisseurs déments d'Imrir aux étranges tours oniriques? Elric avait cru trouver ici la solution d'un mystère, au lieu de quoi il avait découvert un autre mystère. Tel était son destin, se dit-il, en haussant les épaules. C'est alors que le premier disque frôla sa tête en vrombissant pour aller se fracasser contre un mur effondré. Le second fendit le crâne d'un marin, et un troisième érafla l'oreille de Smjorgan avant que tout le monde se fût jeté à terre parmi les décombres. Bien vindicatifs ces êtres, fit Avan avec un sourire sans douceur, disposés à courir de grands risques pour nous faire payer la mort de leurs compagnons. La terreur se lisait sur le visage de chaque marin survivant, et même dans les yeux d'Avan se glissait quelque éclat de peur. D'autres disques vinrent claquer aux alentours, mais il était évident que le petit groupe échappait pour l'instant à la vue des reptiles. Smjorgan toussa. La poussière blanche qui s'élevait des décombres le prenait à la gorge. Vous feriez bien d'invoquer de nouveau vos monstrueux alliés, Elric. Celui-ci secoua la tête. Je ne le puis. Mon allié m'a prévenu qu'il ne m'assisterait pas une seconde fois. Il tourna ses regards vers la gauche où les 4 murs d'une petite maison étaient encore debout. Il ne semblait pas y avoir de porte, seulement une fenêtre. Alors faites appel à autre chose, insista le comte Smjorgan. N'importe quoi. Je ne suis pas certain. Puis, roulant sur lui-même, Elric bondit vers l'abri. Il se jeta par la fenêtre et atterrit sur une pile de gravats qui lui écorchèrent les mains et les genoux. Il se releva en titubant. Au loin, il apercevait l'immense statue aveugle du dieu qui dominait la ville. On disait qu'elle représentait Arioche, bien qu'elle ne ressemblât à aucune des formes sous lesquelles Elric avait vu Arioche se matérialiser. Cette idole protégeait-elle Hlin-Kren-A ou menaçait-elle la ville? En entendant un cri, Elric jeta un coup d'œil par l'ouverture et vit qu'un homme avait eu l'avant-bras transpercé par un disque volant. Il dégaina Stormbringer et la leva, tournée vers la statue de jade. « Arioche !» cria-t-il. « Arioche, viens à mon aide !» L'épée se mit à rayonner d'une lumière noire et à chanter, comme pour se joindre aux incantations d'Elric. « Arioche, Arioche !» Le démon répondrait-il à son appel? Souvent, le protecteur des souverains de Melniboné refusait de se matérialiser, prétendant que des tâches plus urgentes le requéraient, tâches qui avaient trait à la lutte éternelle entre la loi et le chaos. « Arioche !» Homme et épée étaient à présent nimbés d'une brume noire qui palpitait, et le visage blême d'Elric, rejeté en arrière, semblait se déformer comme se déforme la brume. « Arioche, Arioche, je te conjure de m'aider, c'est Elric qui t'appelle !» Alors, une voix lui parvint aux oreilles, une voix pleine de douceur, de tendresse et de sagesse, une voix aimante. « Oh Elric, tu m'es des plus chers. Je t'aime plus que tout autre mortel, mais t'aider... Non, Elric, non, je ne le puis. Pas encore. »« Alors » s'écria désespérément Elric. « Nous sommes condamnés à périr ici. »« Tu peux échapper à ce péril, mon protégé. Fuis seul dans la forêt. Abandonne les autres pendant qu'il est encore temps. Tu as un destin à accomplir, en d'autres lieux, en d'autres temps. »« Je me refuse à les abandonner. » « Tu es insensé, Elric, insensé et charmant. »« Arioche, depuis la fondation de Melniboné, tu as aidé ses souverains. Aide en ce jour son dernier empereur. »
Un grand combat est imminent, Elric. Je ne puis disperser mes forces, et il m'en faudrait dépenser beaucoup pour revenir à Arlin Krenha. Fuis, fuis à l'instant, mon protégé. Tu seras sauvé, je te l'assure. Seuls les autres mourront. L'instant d'après, le duc des enfers n'était plus là. Elric sentit sa présence se retirer. Il fronça les sourcils tout en tâtant son escarcelle, essayant de se rappeler quelque chose qu'il avait ouï dire autrefois. Lentement, il rengaina son épée, malgré qu'elle n'en eût visiblement pas envie. Il entendit alors un choc sourd, et Smjorgan fut devant lui haletant. « Alors, les secours sont en chemin ?» Je crains que non. » Elric hocha la tête d'un air désespéré. Une fois encore, Arioche s'est dérobé. Une fois encore, il parle d'un destin supérieur, de la nécessité de ménager ses forces. Vos ancêtres auraient pu choisir pour protecteur un démon plus accommodant. Nos amis reptiles nous cernent de plus en plus près, voyez. Smjorgan indiquait du doigt la périphérie de la ville, où s'avançaient une douzaine de créatures à pattes d'échassier, brandissant leurs énormes gourdins. On entendit des mouvements précipités dans les gravats de l'autre côté du mur, et Avan apparut par l'ouverture suivi de ses hommes. Il jurait. Je crains que nous n'ayons pas d'aide extérieure à attendre, lui dit Elric. Le Vilmyrien eut un sourire amer. Alors, les monstres qui sont là dehors en savaient plus que nous. Oui, il semblerait. Il va falloir trouver une cachette, dit Smjorgan sans grande conviction. Nous ne survivrions pas à un nouvel affrontement. La petite troupe quitta la maison en ruine et se mit à cheminer en utilisant toutes les couvertures possibles, se rapprochant lentement du centre de la ville et de la statue de l'homme de jade. Un sifflement aigu se fit entendre derrière eux. Les guerriers reptiliens les avaient à nouveau repérés. Un autre Vilmyrien s'écroula, un disque fiché entre les omoplates dans le dos. Les autres, affolés, se mirent à courir. Devant eux se dressait à présent un bâtiment rouge, haut de plusieurs étages, qui possédait encore un toit. « Vous tous, là-dedans, vite !» cria le duc Avan. Soulagés, ils se précipitèrent sans hésiter par des escaliers usés et toute une série de couloirs poussiéreux jusqu'à une grande salle sombre, où ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Cette salle était complètement vide et un peu de lumière y filtrait par les lézardes du mur. « Cet endroit a mieux résisté que les autres, » dit le duc. « Je me demande quelle fonction il remplissait. Une forteresse, peut-être. » Ce n'était apparemment pas une race belliqueuse, fit remarquer Smjorgan. J'ai idée que ce bâtiment avait quelque autre usage. Les trois marins survivants jetaient autour d'eux des regards craintifs, comme s'ils regrettaient de n'avoir pas plus tôt affronté les guerriers reptiliens à l'extérieur. Elric, qui traversait la salle, s'arrêta en voyant une inscription peinte sur le mur du fond. Smjorgan, l'apercevant aussi, demanda « Qu'est-ce que cela, Elric ?» Celui-ci reconnaissait les symboles écrits du haut idiome de l'antique Melniboné, mais il y avait de subtiles différences et il lui fallut quelque temps pour déchiffrer le message. « En comprenez-vous le sens ?» murmura le duc Avan en rejoignant les deux hommes. « Certes, mais cela n'en est pas moins énigmatique. Voici la traduction. Si tu es venu pour Moxir, alors tu es le bienvenu. Mais si tu es venu sans avoir ce qu'il faut pour éveiller l'homme de jade, alors va-t'en. » Cela s'adresse-t-il à nous ? Se demanda le duc. Ou bien cela est-il là depuis longtemps ? On a pu tracer ces signes à n'importe quel moment au cours des 10 000 dernières années, répondit Elric en haussant les épaules. Smjorgan s'approcha du mur et tendit la main pour toucher l'inscription. « Il me semble que c'est tout récent, » dit-il. « La peinture est encore fraîche. »« Alors, il y a encore des habitants, » fit Elric en fronçant les sourcils. « Pourquoi ne se montrent-ils pas ?»« Se pourrait-il que les reptiles qui sont là dehors soient les citoyens de Relin Krenha ?» demanda Avan. « Rien dans les légendes n'indique que ceux qui ont fui ces lieux étaient humains. » Le visage d'Elric s'assombrit, et il était sur le point de répondre sans aménité lorsque Smjorgan intervint. « Peut-être n'y a-t-il qu'un habitant. Est-ce cela que vous êtes en train de vous dire, Elric ? Peut-être est-ce là l'être condamné à vivre,
Le message pourrait fort bien correspondre à ses sentiments. Elric cacha son visage dans ses mains et ne répondit pas. Allons, fit Avan. Nous n'avons pas le temps de discuter de légendes. Il traversa la salle à grands pas et, franchissant une porte, il se mit à descendre un escalier. Lorsqu'il arriva en bas, les autres l'entendirent pousser une exclamation. Ils le rejoignirent. Il se tenait sur le seuil d'une autre salle, mais dans celle-ci, il y avait par terre une masse qui s'élevait jusqu'à la cheville, de fragments de minces feuilles métalliques, aussi souples que du parchemin, et sur les murs tout autour, des milliers de petits trous, rangés après rangés, chacun surmonté d'un signe peint. Qu'est-ce que c'est demanda Smyorgan. Elric se baissa pour ramasser un des fragments. Celui-ci portait la moitié d'un caractère melnibonéen gravé dedans, et l'on avait même tenté d'effacer ce vestige. C'était une bibliothèque, dit Elric sans élever la voix. La bibliothèque de mes ancêtres. Quelqu'un a essayé de la détruire. Ces rouleaux devaient être virtuellement indestructibles, et pourtant, on s'est donné beaucoup de mal pour les rendre indéchiffrables. Il donna un coup de pied dans les débris. De toute évidence, il y a chez nos amis, ou notre ami, une haine farouche du savoir. De toute évidence, répéta Avan d'un ton amer. Quelle valeur inestimable auraient eu ces documents pour le savant, et les voilà détruits. Elric haussa les épaules. Le savant peut bien aller au limbe. C'est leur valeur pour moi, qui était immense. Smyorgan posa la main sur le bras de son ami qui l'écarta et poursuivit. J'avais espéré. Smyorgan dressa soudain sa tête chauve. Les reptiles, ils ont dû nous suivre dans le bâtiment. On dirait qu'on les entend écouter. Au loin résonnaient des bruits de pas étranges dans les couloirs que la petite troupe avait empruntés. Elle se remit en marche, en faisant le moins de bruit possible dans les débris de manuscrits pour traverser la salle et gagner un autre couloir qui montait en pente raide. Et puis, soudain, la lumière du jour apparut. Elric scruta la pénombre devant eux. Il y a eu un éboulement, et le couloir semble bouché. La voûte s'est effondrée. Peut-être cette ouverture nous permettra-t-elle de nous échapper. Tous escaladèrent les boulis, non sans jeter derrière eux des regards inquiets, pour repérer toute manifestation de leurs poursuivants. Ils débouchèrent enfin sur la place centrale de la ville. Aux deux extrémités de celle-ci reposaient les pieds de la grande statue, qui se dressait à présent très haut au-dessus de leur tête. Juste en face d'eux, il y avait deux constructions singulières qui, à la différence de tout le reste, étaient absolument intactes. C'étaient des dômes à facettes faits d'une substance semblable au verre qui défractait les rayons du soleil. Au-dessus d'eux, ils entendirent les hommes reptiles qui s'avançaient dans le couloir. « Nous allons chercher refuge dans le plus proche de ces dômes, » dit Elric. Et, montrant l'exemple, il se mit à courir. Les autres franchirent à sa suite l'ouverture de forme irrégulière qui s'offrait à la base du dôme. Une fois à l'intérieur, cependant, ils furent pris d'hésitation. Clignant les yeux et les abritant de la main, ils tentaient de voir par où passer. « C'est un palais des miroirs !» fit Smyorgan, le souffle coupé. « Par les dieux, je n'ai jamais vu plus beau labyrinthe. Je me demande si telle était bien sa fonction. » Des couloirs semblaient partir dans toutes les directions, mais ce n'étaient peut-être que des reflets de celui dans lequel se trouvaient Elric et ses 5 compagnons. Avec circonspection, l'albinos se mit à s'enfoncer dans le dédale suivi par les autres. « Pour moi, tout ceci sent la sorcellerie, » murmura Smyorgan tandis qu'ils avançaient. « Je me demande si on ne nous a pas poussés dans un piège. » Elric tira son épée qui émit un murmure presque bougon. Soudain, tout s'altéra, et la forme de ses compagnons s'estompa. « Smyorgan! Duc Avan !» Il entendit des murmures, mais ce n'était pas la voix de ses amis. « Comte Smyorgan !» Mais le robuste seigneur de la mer s'évanouit complètement. Et à présent, Elric était seul.
Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morts blanches, mais ça n'a